Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins. On vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, depuis plus de 10 ans. Évidemment que ça continue. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez à la télévision, soit c'est sur là, évidemment, sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans un instant, nous allons faire lecture de quelques messages, évidemment, que vous avez bien voulu laisser là, avec la complicité de Cabinet Condé. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Les Guinéens s'apprêtent à vivre donc les lendemains de Ramadan que le gouvernement leur promet difficile. Il n'y aura aucun choix. Le prix du carburant devrait être augmenté. Difficile de savoir pour l'heure à quel pourcentage, mais les citoyens semblent avoir peu de choix. La demande sociale devient de plus en plus préoccupante. Dans un contexte de crise sanitaire, le président de la République vient de proposer donc l'état d'urgence sanitaire. Donc pour certains compatriotes, leur activité génératrice de revenus n'ont pas encore repris. Comment explique-t-il la situation actuelle? Nous posons cette question ce matin. Le président de l'Union démocratique pour la renaissance de la Guinée se prête aux questions des GG. Baouri interviendra évidemment sur le dialogue politique et social qui a du mal à prendre forme. Avec lui, on va débattre évidemment dans moins de 10 minutes sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin sur le 657 39 13 13. Avec cette première réaction évidemment qui nous parvient de ce monsieur qui nous écrit du côté des États-Unis. Bonjour les GG, merci pour votre émission, bon courage. Malheureusement, le message n'est pas signé. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit du côté de Libreville sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Bab Abdoulaye depuis Libreville au Gabon. Il nous regarde forcément évidemment là de ce côté sur Espace TV, soit sur les bouquets Canal+, ou sur d'autres opérateurs évidemment de ce côté. On va y aller avec quelques réactions sur toujours la plateforme le 657 39 13 13 avec Marouane qui nous écrit également: Lamine, il ne sert à rien de déconstruire donc un cimetière alors qu'à côté donc vit une communauté de douleur et de frustration. La meilleure arme, c'est la justice. Trouver donc les coupables, punissez-les. Voilà, merci beaucoup Marouane à qui nous souhaitons d'ailleurs bonne chance aujourd'hui parce que c'est son procès, il faut le rappeler. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le gouvernement a toujours évoqué la possibilité de réajuster donc le prix des produits pétroliers après le Ramadan, mais personne ne pourra prouver qu'un ministre a affirmé que cette augmentation interviendra à la date du 1er juin. Cette date a été une invention et spéculation de détracteurs de ce régime. Pendant ce temps, ceux qui ont acheté donc des bidons pour vendre cher peuvent boire ce matin. Là, pour Moussama Kadabi qui nous envoie ce message. Toujours original ce garçon. Allez, un célibataire endurci qui va dire oui d'ailleurs, il faut le rappeler, ce mois de juin. Au moins, peut-être on peut le maîtriser de ce côté, si madame en tout cas est capable. Voilà, avant Moussama Kadabi, mariage mondial, il faut le rappeler. Allez, on va rester toujours avec les tweets cette fois-ci sur le hashtag Espace GG. Hashtag Espace GG avec Cabinet Condé. Ça a du mal à s'ouvrir, je ne sais pas trop ce qui se passe avec notre opérateur. On va y aller d'une minute à l'autre. Voilà, sinon, c'est toujours les réactions sur le 657 39 13 13. On a du mal à ouvrir les messages de ce côté avec Twitter, entre autres, Cabinet qui fait de son mieux pour nous envoyer des messages de ce côté. Et voilà, le hashtag Espace GG. Sinon, vous pouvez visiter une autre page de ce côté, évidemment, là, avec hashtag Espace GG. Et là, vous avez la possibilité, évidemment, notamment de découvrir les sujets du jour. Nous partons avec Keita Mamadi, Dr K, qui nous écrit: bonjour les GG. Antoine a toujours un coup de gueule le matin. Je crois qu'on ne doit pas toucher à un cimetière, quelles qu'en soient donc les causes. Pour moi, la population mérite des explications concrètes. L'autorité doit communiquer sur ses actions. Évidemment, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction, évidemment, qui nous parvient à l'instant T. C'est de
Mandenka Sigboga Kamara qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, je vous aime, je suis à Kolamankambaya, le gouvernement n'a aucun droit de fermer donc les cimetières ou au cas où le gouvernement est-ce que le gouvernement peut arrêter la mort? Voilà, il se pose la question, j'essaie de reformuler un petit peu. On y va avec Saïkou Marbolé également sur Twitter, les auditeurs fidèles évidemment ce matin. Bonjour les GG, je pense qu'on ne peut pas fermer ce cimetière sans témoin, ça au moins montrer à la population d'où ils vont désormais enterrer leurs morts. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Monsieur Kouyaté également sur Twitter qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. L'on ne peut pas effacer la mémoire collective d'un peuple en un claquement de doigts. Que les autorités nous disent la vérité. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Youssef Kaba qui nous écrit également, à qui nous offrons d'ailleurs un t-shirt GG ce matin. Youssef, donc tu peux passer à la radio pour récupérer le t-shirt. Les véritables raisons de la fermeture du cimetière de Bambeto restent à élucider afin que les citoyens soient mieux informés. Tout ne peut pas être en catimini. La gouvernance exige transparence et responsabilité. Celle que nous avons servi, celle qui nous sert, voilà, est un mauvais exemple. Voilà, c'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. On reste avec Condé Français qui nous écrit également sur Twitter, le hashtag #EspaceGG. Ce recul du gouvernement relativement à l'augmentation du litre de carburant à la pompe semble une patate chaude de ce côté. La sortie de Dr Ousmane Kaba semble la goutte d'eau donc qui a fait déborder donc le vase. S'agit-il d'un recul pour mieux sauter? Il se pose la question ce matin. Kani Moussa Français, Condé qui nous envoie ce message. On reste avec Excellence Baldé le Guinéen qui nous écrit également: bonjour les grandes gueules, l'État a une fois pris sa responsabilité en maintenant donc le prix du litre de carburant à 9000, même si peut-être c'est un recul pour mieux sauter. Merci beaucoup mon cher ami. On reste avec Mohamed le politologue également qui nous écrit: bonjour les GG, Lamine, je suis d'accord avec Daouda Mohamed, un cimetière ne peut être fermé à tout moment. Quand c'est nécessaire, à un moment donné, il faut arrêter de politiser tout dans notre pays. C'est message. Koulibaly également qui nous écrit, le démocrate: comme le dit l'autre homme, l'homme est un loup pour l'homme. Le Guinéen est prédisposé donc à faire mal à son prochain. C'est des simples spéculations. Il avait commencé donc à vendre le carburant à 15 000. Merci au ministre Diakaria Koulibaly pour avoir rétabli donc l'ordre. Koulibaly le démocrate qui soutient un autre Koulibaly, donc ça se comprend, il n'y a pas de problème. Allez, on va rester toujours avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui c'est monsieur Barry Ahmed qui nous écrit: cette histoire de carburant en Guinée va ressembler donc à l'histoire de pain au Soudan. Suivez mon regard. Merci beaucoup. CC Blaise également qui nous écrit sur Twitter: le maintien du carburant ne devrait pas être une chose à nous réjouir. Il y a autre chose, voilà, il faut pencher à autre chose. La prospérité partagée n'est pas enfoncer donc le peuple dans le carcan de la souffrance. Un dernier message évidemment toujours sur Twitter. Lui c'est Suleiman Souma qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, l'augmentation du prix du carburant à la pompe ne doit même pas faire l'objet de débat dans un pays sérieux avec la situation actuelle. Tous les gouvernements sérieux cherchent à alléger donc les fardeaux de son peuple. Où allons-nous, se pose la question. Souma Suleiman évidemment qui nous envoie ce message. C'est donc le dernier. Je me tourne là avec cet autre aussi qui nous écrit, lui là, Genève: bonjour les grandes gueules, Amadou Diallo depuis Genève. Donc je souhaite que le litre d'essence soit vendu à 50 000 francs. C'est Dieu voilà, qui nous donne le carburant. C'est pas possible. Ils sont très spéciaux les auditeurs. Allez, merci à vous tous. On va continuer le débat avec notre invité évidemment, mon cher Jacques, qui s'est déjà installé dans ce studio, qui n'est autre monsieur Baouri, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Salimofo. Salimofo à vous, monsieur Baouri. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue donc à cette émission, monsieur Ba. Vous avez suivi certainement le développement de l'actualité ces derniers temps. Ça avait beaucoup enflé autour de la question du carburant. Ce matin, on se réveille avec une information non officielle, puisqu'il n'y a pas eu de communiqué là-dessus, à part ce courrier qui circule, qui maintient les prix. Comment est-ce que vous percevez tout ce qui se passe, la réaction de la population et bien sûr ce silence du gouvernement jusqu'à ce matin?
Bon, vous savez, vous venez de donner, bien que ce soit encore une information non officialisée, mais une information très importante. Si cette information s'avère vraie, cela veut dire que les autorités au plus haut niveau seront obligées de faire un tournant stratégique majeur. Parce que la situation financière de la Guinée à l'heure actuelle est une situation financière extrêmement difficile. Ouais. Et si vous renoncez à certaines mesures susceptibles, a priori, comptablement, d'accroître, disons, les ressources intérieures, il faudra trouver un autre plan pour permettre, malgré tout, de trouver des ressources additionnelles pour permettre. Si je vous suis très bien, vous étiez dans la logique ou dans l'optique de comprendre le choix du gouvernement, c'est ça? Par rapport à l'augmentation du prix du carburant. L'augmentation, c'était tous les 3 années, c'est toujours le même discours, c'est toujours les mêmes propos. Ouais. Cela veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte les contraintes structurelles de notre économie pour dire on en a assez chaque 3 ans de se dire le prix du carburant, ça monte, ça descend. Où sont les vrais problèmes pour les résoudre définitivement et permettre à la Guinée d'avoir une évolution stable, harmonieuse dans le cadre de la gestion de Monsieur Balla, j'ai du mal à vous suivre. Vous admettez que l'économie guinéenne est au rouge, si on peut se le permettre. Vous dites que si le gouvernement n'augmente pas le prix du carburant à la pompe, il faut trouver une autre poche où il va devoir puiser. Pas simplement une poche. Bon, il faut trouver une autre stratégie. Il faut nécessairement qu'elle soit économique, qu'elle soit politique. Et de ce point de vue, cela veut dire que si c'est vrai, cela veut dire que tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent doit être revisité au regard de la nécessité d'associer la population à travers ses représentants pour la définition d'axes qui émergeront d'un consensus national. Au regard de l'état de santé fragile de notre économie, est-ce que pour vous il était justifiable qu'on augmente le prix du carburant? Bon, vous savez, d'abord, avant de dire le prix du carburant, l'augmentation est justifiée, il faut se poser la question pourquoi la situation est devenue désastreuse. Durant l'année 2020, la Guinée a vécu avec la planche à billets. Ils ont accru l'endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale de près de 5 milliards de dollars uniquement durant l'année 2020. Et rien ne dit que ça ne va pas aller en crescendo. Cela veut dire que vous avez accru les déficits. Cela répondait à quel besoin? En 2020, élection ou coronavirus? Tout est mêlé. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Et on n'a pas cherché à recueillir le consensus national pour pouvoir bénéficier, disons, de l'aide bilatérale ou de l'aide multilatérale pour certains programmes. On s'est mis dans la tête qu'on veut faire ce qu'on veut, quel que soit le prix qui sera qui va en découler. Vous savez ce qui s'est passé, je ne veux pas revenir là-dessus. Justement. Et de ce fait, maintenant, il faut payer les conséquences de cela. Justement. Les conséquences de cela, c'est les finances publiques sont complètement asséchées, la situation politique, elle est crispée, le relatif isolement sur le plan international, déficit de confiance, et vous avez accru encore les difficultés dans un contexte de Covid en fermant les frontières qui font que l'économie nationale, c'est-à-dire la manière dont les pauvres citoyens parviennent tant bien que mal à survivre avec leur agriculture, avec leur transport, avec leur artisanat, vous leur fermez les possibilités d'exister et de faire vivre leur famille. Et vous vous attendez à quoi? Vous attendez à avoir une situation désastreuse. Face à cela, le président a été lui-même, parce que constatant que l'argent ne venait pas, ne rentrait pas dans notre caisse commune, il a pris son bâton de pèlerin, vous l'avez vu, aller dans les ministères, voir les premiers responsables des régies, signer même avec certains des contrats de performance pour vraiment amener notre économie à se réveiller de tout cela. Vous pensez que c'est au regard de l'échec de toutes ces autres tentatives qu'au finish,
il jette son dévolu sur l'augmentation du prix du litre à la pompe. L'augmentation du litre à la pompe, dans un premier temps, si la mesure n'a pas été changée, c'est parce que c'est la mesure habituelle. Dès que les finances publiques sont asséchées, c'est la mesure habituelle. On augmente le prix du carburant parce qu'une bonne partie du prix d'un litre de carburant à la pompe, c'est une taxe qui est reversée à l'État. À peu près, à l'heure actuelle, ça doit être de l'ordre de 6 000, 6 500, au maximum 7 000 francs, le prix du carburant en tant que tel. Tout le reste, ce sont des taxes qui sont reversées d'une manière ou d'une autre à la puissance publique. Donc, l'augmentation permet d'accroître les taxes. Et on parle du carburant parce que c'est la denrée stratégique majeure de référence. Vous voyez, au niveau des secteurs de télécommunications, il y a des taxes qui ont été... Également, oui. Justement, nous avons entendu le syndicat oui. Donc, cela veut dire que partout où il y a des possibilités d'engranger des recettes, il y a eu une action pour l'augmentation de manière mécanique. Or, l'économie ne fonctionne pas comme ça. L'économie ne fonctionne pas. À chaque fois, vous croyez, vous tirez la ficelle, à partir d'un certain moment, elle ne va pas continuer à vous suivre. Elle peut rompre. Et donc, c'est le constat qui a été fait que si on va dans cette direction, au lieu d'avoir des recettes additionnelles, on engrange une spirale de crise qui va engager les syndicats à demander des augmentations salariales. Donc, au lieu politiquement d'aller dans l'augmentation du prix du carburant, qui va ouvrir la boîte aux Pandore avec des revendications salariales de tous les secteurs, peut-être vaut mieux laisser cela et trouver une autre solution. Parce que l'augmentation dans le contexte actuel du prix du carburant, ipso facto, va encourager des revendications salariales qui ne seront pas contrôlées et qui, en définitive, vont alourdir les déficits publics. En d'autres termes, vous allez vous retrouver dans un fossé encore plus profond et vous ne réglez pas le problème. Vous avez dit une chose, monsieur Ba, vous avez dit qu'en 2020, ils ont fait la planche à billets, en quelque sorte. En même temps, la question qu'on s'est posée, d'habitude, quand nous organisons des élections, nous faisons l'appel, il y a un appui de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne et autres, mais les deux dernières élections passées ont été organisées sur fonds propres. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces actions qui ont plutôt enfoncé le clou, qui ont fait en sorte d'aggraver la situation de la crise économique que nous traversons aujourd'hui? Plus que le coronavirus. Bien. De manière générale, dès qu'il y a une élection en Guinée, attendez-vous à l'année suivante qu'il y ait des problèmes. Parce que l'élection telle qu'elle est perçue n'est pas perçue comme une volonté d'organiser le suffrage pour que les Guinéens optent pour tel ou tel parti. Ouais. C'est uniquement un moyen d'accroître l'enrichissement illicite. C'est une occasion pour certains secteurs de l'administration de s'enrichir et d'accumuler des sommes extrêmement faramineuses sous prétexte qu'il y a élection. Parce qu'on demande à chaque régie des efforts de guerre. Bien. Ça a été toujours comme ça. Ça a été bien avant l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir. Avec les autres régimes, ça a été toujours comme ça. Donc, c'est une donnée qu'il faut intégrer. Lorsqu'on vous dit pour organiser une élection, il faut 500 milliards ou 1000 milliards, c'est absurde. Parce que vous n'allez pas à chaque fois acheter le matériel électoral qui aurait dû être bien conservé pour que l'élection suivante, les caisses qui ont servi à telle élection puissent servir pour telle autre élection. Nous sommes en train de... bref, ça c'est un... Allez-y au bout, monsieur. Allez-y au bout, monsieur. Deuxièmement, oui. Mais vous n'avez pas terminé, premièrement. Au lieu de dire non, bref. premièrement, c'est-à-dire que toute élection dans ce pays a servi plus à l'enrichissement qu'à organiser de véritables suffrages universels. Deuxièmement, par rapport à ce que vous dites, le Covid est intervenu. La volonté coûte que coûte de faire le référendum, les élections législatives et la présidentielle, sans pour autant répondre aux exigences de certains partenaires internationaux, avec bien entendu l'assentiment de l'ensemble des forces politiques et sociales du pays,
a fait que beaucoup de gens se sont dit, les Guinéens, ils savent ce qu'ils veulent, laissons-les faire, nous n'allons pas intervenir. Oui. Et ça fait perdre des possibilités d'avoir des aides bilatérales pour l'organisation de ces élections. 2. 3. Maintenant, dans le contexte de crise, au lieu de prendre en compte cette nécessité, non, on s'est dit, on va faire ce qu'on veut, quoi que ça coûte, et on a accru le déficit avec la possibilité d'une politique monétaire très laxiste qui fait que la Banque centrale, dans une large mesure, a facilité la faillite financière que nous constatons aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, vous accumulez tout cela avec tout la situation politique qui en est découlée, vous vous retrouvez avec une situation difficile. Et cette situation difficile vous a fait perdre des opportunités d'avoir des aides. Bien sûr. On a perdu le millénium. Pourquoi? Avec le projet américain qui aurait pu, si on était dans le cadre d'une bonne gouvernance, permettre d'avoir 500 millions de dollars du côté du gouvernement américain. On s'est isolé, qui fait que même du côté du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, si le Ghana, pour la politique pour contrer le Covid, ils ont eu 1,1 milliard de dollars, et des pays comme la Côte d'Ivoire, près d'1 milliard, le Sénégal, je ne sais pas si c'est 800 millions de dollars, un chiffre de ce genre. Nous, qu'est-ce qu'on a eu? On peut avoir quelques dizaines. Donc c'est pour vous dire qu'on a accumulé de manière globale toutes les difficultés. On s'est enfermé dans notre orgueil pour dire je fais ce que je veux, tant pis. Maintenant, les conséquences sont là. Bien. Monsieur Bahouri, président de UDRG, il est notre invité ce matin. Allez-y, mon cher. Toujours dans le même registre, nous avons suivi la sortie médiatique de Cellou Dalein sur la question qui a balayé d'un revers de la main l'argument du gouvernement qui explique une partie de l'augmentation due au fait qu'un prix trop bas chez nous permettrait donc à notre carburant subventionné, entre guillemets, d'être écoulé dans les pays de la sous-région. Elle a expliqué que ça n'avait aucun impact sur l'économie, au contraire, puisque c'est un carburant qui est déjà taxé sur le territoire national. Et donc, quand il sort, même bien qu'il sorte de nos frontières pour d'autres pays, ça n'avait donc pas d'impact négatif sur l'économie nationale. Avez-vous la même lecture de la situation? Bon, je sais que vous savez, dans ce pays, il y a des formes de coulage financier qui existent depuis très longtemps. Oui. Et malheureusement, ceux qui organisent ces coulages sont à des niveaux de responsabilité tels que très souvent, ils ne vont jamais se suicider. Donc, ce système perdure. C'est tout à fait mécanique. Les gens ont besoin de devises. Si vous pouvez écouler le carburant guinéen dans un pays qui a des devises de manière frauduleuse, vous croyez que certains ne vont pas le faire? Donc la question des frontières, surtout les frontières où il y a une quantité de carburant extrêmement importante, c'est-à-dire du côté de la frontière avec le Mali, là il y a un laxisme qui fait que beaucoup de citernes, de nom, c'est pour ravitailler les stations de service de la Guinée, mais en réalité, c'est pour... Oui, maintenant la question, c'est de savoir, est-ce que, à votre avis, lorsque le carburant de la Guinée sort pour aller au Mali ou au Libéria, en Sierra Leone, je ne sais pas, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'économie nationale? Parce que l'argument du gouvernement, c'est bien celui-là. L'argument, c'est vrai. Si vous devez satisfaire la demande intérieure et on gonfle la demande intérieure de manière, j'allais dire... En prenant les préoccupations de Maliens, de Sierra Leone en compte. Si vous n'avez besoin que 100 000 litres, ça c'est une idée que je donne, on vous fait croire qu'il vous faut 300 000 litres. En termes de devises, vous devez collecter ces devises pour pouvoir acheter ce pétrole, etc., etc. Même si maintenant, dans la taxation, vous avez d'une certaine manière un retour, mais c'est un retour artificiel
parce que vos charges en tant que dans la dynamique de recherche de devises ferait que de toutes les façons, c'est comme si vous avez annulé le gain que vous avez obtenu de l'autre côté. Bien. Alors, Vas-y, Daouda. la Les question grands est parce que le concept qui diviserait aujourd'hui plus le gouvernement et l'opposition avec toutes les argumentations qu'on a entendues, c'est bien le concept de subvention. D'un côté, le gouvernement, on subventionne à hauteur de tels milliards par mois, et de l'autre côté, on pense que ce n'est pas une subvention, mais plutôt c'est une renonciation à une certaine taxe qui devait être dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la subvention ou pas de l'État des produits pétroliers? Je pense que, camarades, c'est intéressant dans le cadre d'encourager la polémique. Mais le vrai problème de notre pays n'est pas à ce niveau-là. Le vrai problème, c'est que nous refusons de voir la réalité en face. La politique monétaire de la Guinée, elle est désastreuse. Et cette politique monétaire, depuis très longtemps, n'a pas pu faire prospérer une économie stable. Ce n'est pas la question d'une monnaie nationale qui est posée par rapport à ça. Le Maroc a une monnaie nationale, mais le Maroc a une capacité de gestion de sa monnaie qui fait que la parité est presque équivalente depuis très longtemps avec l'euro. Nous avons l'incapacité depuis l'indépendance d'assumer et de gérer correctement notre monnaie nationale. Et de ce fait, ça c'est le premier paramètre qui fait que même si vous avez de l'épargne dans un pays où ça fluctue au gré des humeurs ou au gré des circonstances que vous ne pouvez pas maîtriser, premièrement, nos compatriotes se réfugient dans la terre, ou se réfugient dans l'immobilier, se réfugient dans l'or, et d'autres se réfugient en gardant leur épargne à l'étranger sous forme de devise. Ça, c'est un manque à gagner extrêmement important pour le pays, parce que le pays n'arrive pas à avoir, de ce point de vue, en termes au niveau de sa balance de paiement, les moyens d'entretenir et d'encourager le rapatriement des devises pour aller dans le cadre de l'investissement. La politique monétaire est mauvaise. La politique budgétaire, elle est encore beaucoup plus déficiente, parce que au lieu de chercher à accroître l'assiette sur laquelle vous allez appuyer les taxes et les impôts, vous vous contentez comme une culture de rente sur 2 ou 3 ou 4 en disant de toutes les façons, si j'ai des problèmes, j'augmente le prix du carburant, automatiquement ça rentre, j'ai ce qu'il me faut. Or, ce qui prévalait il y a 40 ans n'est plus le même aujourd'hui. Vous avez une population de plus en plus jeune, exigeante. Vous avez une demande sociale qu'il faut satisfaire, etc., etc. Donc, la manière dont les anciens dirigeants fonctionnaient ne peut plus être aujourd'hui. Nous sommes dans un monde complexe avec des besoins nouveaux, avec la nécessité de faire face à des situations que les anciens ne voyaient pas ou minimisaient, puisque l'état du pays n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui et le monde n'est pas ouvert comme il est aujourd'hui. Et si vous continuez à gouverner la Guinée avec les idées d'il y a 40 ans, il va de soi que vous êtes déphasé. Et les autorités actuelles, et très souvent même ceux qui se disent... Les grandes gueules. La plupart sont totalement déphasés parce qu'ils sont en manque d'idées, ils sont ancrés dans le passé, ils ne se projettent pas à l'avenir, alors que ce pays a besoin de s'ouvrir, ce pays a besoin de répondre à des questions nouvelles. Malheureusement, au niveau du top leadership, on ne sent pas cette nécessité. De temps en temps, il y a des discours lumineux qui font référence à ça, mais en dehors de cela, il n'y a pas de manière pratique, stratégique, une ligne de fond qui va dans ce sens. Monsieur Ba, permettez que j'aborde un autre sujet qui concerne le Sénégal, que vous connaissez très bien, vous y avez vécu pendant des années. Ça fait 8 mois pratiquement que la Guinée et le Sénégal ont leurs frontières fermées. J'ai envie de vous entendre sur ce qui se passe à la frontière. Quelle information vous avez sur les raisons véritables pour lesquelles elles sont fermées et les conséquences sur le terrain? Est-ce que vous y avez, vous y êtes penché un peu? Non, c'est une préoccupation que nous formulons depuis des mois et des mois. Parce que c'est vraiment un désastre. Ouais. Notre économie est complètement en train d'être tuée. Nos agriculteurs ne savent plus à quel sein se vouer.
surtout les agriculteurs et surtout des jeunes qui se sont investis dans l'agrobusiness, ils ne savent plus que faire. Est-ce que vous comprenez les raisons avancées par l'État guinéen pour la sont- fermeture? Les raisons sont d'ordre politicien. Vous savez, la frontière avec le Sénégal, avec la Guinée-Bissau, avec la Sierra Leone a été fermée dès le mois de septembre dans les perspectives de l'organisation des élections présidentielles. D'habitude, on fermait les frontières le jour de l'élection, là, bien avant septembre. Et donc, dans cette perspective de faire croire que le pays est menacé, et malheureusement, il faut le reconnaître, beaucoup de nos compatriotes, surtout dans le cadre des réseaux sociaux, sont de ce point de vue très légers dans l'expression, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Et donc tout ça est collecté pour faire croire l'imminence d'une agression contre ce pays, alors qu'en réalité, il n'y avait rien du tout. Les grandes gueules. Mais malheureusement, le président et son entourage sont tombés dans le piège. Est-ce que c'est sciemment fait ou est-ce que ça les arrange? Lorsque vous dirigez un pays, vous avez des services de renseignement. Ouais. Vous avez des forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas besoin de fermer les frontières, de faire un blocus pour savoir quelle est la réalité. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ce n'est pas fondé? Mais il y a un rapport qui a été produit dans ce sens-là, Antoine, hein, si je me souviens très bien. Hein, en ce qui concerne... La politique a oui. été les opposants, Effectivement. notamment. De toutes les façons. Qu'ils ont fait fuiter, hein, je parle du gouvernement. Les grandes gueules. Ils l'ont rendu public. Moi, je oui. ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas à cette thèse. Parce que je sais, quoi qu'il en soit, le Sénégal a déjà des problèmes. Ils veulent sécuriser la frontière avec la Guinée-Bissau pour faire taire les armes du côté de la Casamance. Ouais. Ils ne vont jamais engager quoi que ce soit qui pourrait déstabiliser la Guinée à partir du Sénégal. Ouais. Vous êtes... Bon, maintenant, du côté de la Guinée-Bissau, c'est des questions d'humeur. Diplomatiquement, on peut gérer ça. Mais si chacun s'enferme dans son orgueil et fait croire que demain le monde va être complètement renversé, non, je pense que ça a manqué de lucidité, ça a manqué de tempérance. Et malheureusement, au lieu d'aller dans le sens d'apaiser, on aime enflammer. Et quand vous parlez d'humeur, c'est entre Ambalo et Alpha Condé, je suppose. Mais l'humeur aussi peut se trouver du côté du Sénégal, quand on sait que Macky Sall, d'aucuns estiment qu'il a soutenu Cellou Dalein Diallo lors des élections présidentielles. Alors, est-ce qu'Alpha Condé, le fait que Macky ne l'ait pas soutenu pour son 3e mandat, quelque part ne règle pas des comptes en fermant sa frontière avec Au-delà de ça, les gadgets, une bonne partie des gadgets de l'UFDG ont été bloqués à la frontière. Non, ça a été fait au Sénégal, une bonne partie. Ouais. Mais vous savez, lorsque vous dirigez, il faut prendre du recul. Où se trouve l'intérêt national? L'intérêt national, c'est de prendre une mesure contre un adversaire politique qui risque de t'entraîner dans le sillage où tu risques de te noyer, ou bien c'est d'avoir une attitude distancée pour dire où se trouve l'intérêt national, qu'est-ce que je dois faire. Et de ce point de vue, lorsque vous êtes à la tête d'un pays, vous avez une multitude d'informations. Et je sais qu'il y a des échanges d'informations entre les autorités sénégalaises et les autorités guinéennes, surtout en ce qui concerne la sécurité. Au niveau de la CEDEAO, il y a des échanges, il y a des réunions régulières pour partager des informations stratégiques qui peuvent aller dans le sens de la déstabilisation. Donc de ce côté-là, c'est purement politicien tout ça. Malheureusement, on est en train de faire souffrir le pays, on est en train de faire souffrir la population, on est en train de détruire des familles de ce point de vue. Ouais. Et on a insisté depuis des mois et des mois pour que la Guinée, pour l'intérêt national, revoie la question de la réouverture des frontières le plus rapidement. C'est quand même une situation un peu aberrante parce que l'ambassade du Sénégal sur le territoire guinéen est encore ouverte. Donc, de façon officielle, la Guinée entretient encore une relation étroite avec et Air Sénégal également vient à Conakry. Donc, c'est quand même ahurissant. Même envoyé un mot lors de la fête de l'indépendance du Sénégal. Permettez-moi d'être beaucoup plus précis. Vous savez, il y a des mentalités dans ce pays
quelle que soit votre bonne volonté, si vous ne faites pas preuve de retenue, ils vont vous engager dans une voie où ce sont les questions sécuritaires, comme il y a 50 ans, avec des budgets énormes qui vont être réorientés vers des secteurs liés à la sécurité au détriment du pays. On a perdu le tournant des années 90 jusqu'en 2003 avec la question de la sécurité aux frontières avec la Sierra Leone et tout était justifié sous prétexte qu'il y a des guerres civiles aux pays limitrophes, donc le coulage financier, la mauvaise gouvernance locale, les manques en termes de politique ou des droits de l'homme, tout était du fait de l'insécurité au niveau des frontières. C'est vrai, il y avait de l'insécurité, mais ce n'était pas aussi, ça ne pouvait pas justifier tout ce qui a été fait durant pratiquement 13 années. Et à partir de ce moment-là, la Guinée a perdu l'avantage qu'elle avait eu avec les réformes du 22 décembre 1985, 86, 87, 90. À partir de 90, on a coulé. 2000, au lieu de rectifier les choses, on a encore plongé avec le coudéisme. Il faut laisser le président Lansana Conté terminer son mandat. Vous savez ce que ça a coûté en termes de vie, en termes économiques, en termes de mauvaise gouvernance. Il y a même un ministre des Finances qui disait, bon, lorsque le franc guinéen glisse, cela veut dire que l'économie guinéenne se porte bien. Quelle est l'aberration? Quel ministre a dit ça à l'époque? Bon, paix à son âme, il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Pensez-vous qu'on a induit le président Condé en erreur? Mais vous savez, à lui de savoir, puisqu'il était opposant, comment il s'est retrouvé dans les rapports des services de renseignement à tout bout de champ comme étant celui qui déstabilise, celui qui a des troupes ici, celui qui a des troupes là. Il doit comprendre cela et ne pas tomber dans le piège. Donc on l'enfume avec des complots montés de tous les bords de la frontière. Bien entendu. Et ça... Peut-être que ça l'arrange aujourd'hui. Non, c'est... Bon. À sa place, qu'auriez-vous fait quand vous avez un tel fauteuil bien doré, serti d'or, on vous dit serti de diamants, on vous dit que à vos frontières il y a un opposant ou tel opposant qui a scellé une alliance avec tel groupe et il se pourrait qu'il vous déstabilise. Vous auriez fait quoi? Justement, il a suffisamment d'informations et de renseignements pour savoir si c'est fondé ou si ce n'est pas fondé. Justement. Donc ça demande autour du président des esprits lucides et non pas des esprits qui sont des va-t-en-guerre ou bien des esprits qui se disent on va encourager cela, ça nous permet d'engranger des ressources sans pouvoir les justifier dans le cadre de secret défense. Regardez la situation au Mali et la situation, surtout la situation au Mali. Une bonne partie des difficultés que le pouvoir malien a, c'est la gestion des fonds alloués à la sécurité, à la défense. Tout est lié à cela. La question d'argent, il y a des gens qui ne reculent devant rien évidemment, ça on pour le sait. Encourager leur pays surtout à prendre des chemins dans un secteur où il n'y a pas d'audit. Bien entendu. Mais étant, je veux dire, un ancien de l'UFDG, pensez-vous vraiment que ce parti est capable, de se mettre dans ce genre de situation de complotisme, parce que c'est ce qui est ressorti évidemment. Sincèrement, pensez-vous vraiment que le parti est capable de faire cela? Non, je ne pense pas, mais je sais aussi des fois, vous savez, lorsque les gens sont énervés, ils se bombent la torse, ils racontent du n'importe quoi, alors que derrière il n'y a absolument sur les réseaux sociaux notamment. Bien entendu. Non, mais la question que moi je voulais poser à M. Bahouri, c'est l'un des pionniers des droits humains, notamment avec l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. Avez-vous l'impression que les choses... Parce que nous, on était plus jeunes, mais on a l'impression que les choses n'ont pas encore changé. Notamment, vous avez expliqué la perte du Millennium Challenge qu'on aurait pu, si les choses se portaient bien dans le domaine des droits humains dans notre pays, on aurait pu engranger ce fonds pour aider à régler certaines situations. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ne changent pas? Parce que vous avez parlé notamment des faux complots qu'on monte pour induire les dirigeants en erreur. Est-ce que vous avez l'impression de revivre la même situation des années 90 aujourd'hui en République de Guinée? Bon, le président Lansana Conté avait, de ce point de vue, une très grande lucidité, ce qui lui permettait d'éviter parfois d'aller dans le sens des errements, parce que sinon,
ça aurait pu être beaucoup plus sanglant que ce qui s'est passé. Par rapport à la situation actuelle, surtout en ce qui concerne notre situation, je pense que je ne pense pas que le pouvoir fait preuve de lucidité fondamentalement. Je pense que il y a des forces, on veut aller au gré des intérêts de ces forces en facilitant les choses, en ne remettant pas en cause un certain nombre d'intérêts stratégiques majeurs pour notre pays, ce qui fait que c'est grave. En ce qui concerne la situation des droits de l'homme, je pense qu'il y a eu de graves reculs. Moi, lorsque je me vois à l'heure actuelle par rapport à ce qu'on faisait à la fin des années 80 et début 90, je suis profondément triste parce que je considère que c'est comme si on n'a servi à rien du tout. Ouais. Nous sommes revenus nettement derrière alors que les autres avancent. Les autres font des projets qui leur permettent d'aller toujours plus loin. Et nous nous complaisons à toujours être parmi les derniers. Et ça, Les grandes gueules. C'est injuste pour la population guinéenne. Bien, Regardez, Baouri. en Côte d'Ivoire, ils sont en train petit à petit, malgré des difficultés, de régler leurs problèmes. Nous, on devrait s'en inspirer pour changer de cap et envisager les choses autrement. Monsieur Ba, je vais revenir à une question posée par Lamine, que je vais poser autrement. On a aujourd'hui des détenus à la maison centrale de Conakry, qu'on appelle détenus politiques, des personnes arrêtées pour détention d'armes selon la justice guinéenne. Il y a eu le train de Symphonia qui a été attaqué, on leur impute la responsabilité. À l'époque des élections, vous avez vu la tension qu'il y avait, les violences de l'époque. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, dans ce que dit le gouvernement ou la justice, il y a une part de vérité par rapport à des accusations qui sont faites à l'encontre de certains qui sont en détention? Vous savez, lorsque vous, par laxisme ou bien par calcul politicien, vous encouragez une forme d'impunité dans la durée, c'est comme si vous élevez un serpent croyant que le serpent ne va mordre que vos adversaires. Le serpent peut se retourner contre Les grandes gueules. Les autorités guinéennes ont fait preuve de laxisme pendant ces 12 années. On n'a jamais sanctionné les dérives de violence dans nos rues. La justice a été très complaisante. Il y a des dossiers multiples qui existent. Lorsque vous voulez la paix, il faut que la justice et le droit soient votre arme et de manière forte. Vous ne pouvez pas avoir la paix en faisant des deals concernant la sécurité nationale. Parce que si vous le faites, vous sacrifiez le pays. Pensez-vous qu'il y a eu des deals Deal entre qui et qui? Justement. Qui est-ce qui devait être à un moment donné jugé selon ses Dès actes? le début, il fallait sanctionner toutes les dérives et de la manière la plus impartiale, que ça vienne de la rue ou que ça vienne des forces de défense et de Parce qu'au niveau de la rue, c'était les manifestations politiques et en tête, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Est-ce qu'une manifestation politique est une dérive? Bon, vous savez, tant que les manifestations ont été autorisées, vous avez vu avec les grandes manifestations que nous avons eues avec les FNDC, il n'y a jamais eu tant que c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Forcément. Et lorsqu'on a... Attendez. Tant que c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a une situation où les autorités, pour des raisons pour une autre, n'autorisent pas, il y a des violences. Maintenant, qui a l'exclusivité de la violence, c'est les forces de défense et de sécurité. Monsieur Ba, moi à ce niveau, j'ai une certaine réserve parce que ce qui s'est passé à l'époque du FNDC surtout, il ne faut pas qu'on occulte des propos qui ont été tenus. Il y a eu incitation parfois à la violence, à la révolte. Il y a eu à l'intérieur du pays comme au Fouta, où on s'est attaqué même à des édifices publics. On a entendu des appels de leaders de ce mouvement-là qui parfois encourageaient les gens à aller s'attaquer à ces édifices-là. Aujourd'hui, quand vous faites du recul, est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'époque, il y a eu des actes posés qu'on peut imputer à des personnes qui étaient au devant du mouvement? Antoine, Oui. il est dit
celui qui peut prendre la pierre et la jeter sur l'autre, il faut que cette personne s'assure qu'elle n'est pas fautive en quoi que ce soit. C'est pour dire. Les propos, c'est vrai qu'il y a eu des propos qui ont été tenus de part et d'autre. Mais lorsque vous gouvernez, c'est vous qui donnez le bon exemple. Ok. C'est vous qui devez sanctionner les dérives, même dans votre propre camp. Ouais. Mais si vous tolérez les dérives et les actions de violence contre les populations émanant des gens de votre camp, vous donnez la possibilité à d'autres de se dire, nous aussi, on ne va pas rester les bras croisés. Voilà, j'espère que tu as compris, Antoine. Non. Voilà. Pas très bien c'est compris. J'ai comme l'impression qu'on veut justifier. C'est pas une question de justifier, Antoine. Voilà. On veut justifier des actes de violence de par l'irresponsabilité de l'État, c'est cela. L'État, tant que l'État est responsable, nous sommes tous en sécurité, quelles que soient nos positions. Non, parce que l'État a merdé, on justifie l'action de certains par... Parce qu'il y a eu le cas de la station-service de Dixine, où on a vu un citoyen reconnaître, il avait à bord de sa voiture, je crois une grenade ou je sais pas, un explosif. Antoine, qu'on dise clairement les choses. À l'époque, je me rappelle, ce citoyen a dit clairement qu'il a été mandaté par le FNDC. Non, cette situation est entre qu'on dise les mains clairement de la les choses. justice. Oui. Mais tu parles des propos, Antoine. Non, regardons. Un citoyen qui a été pris avec un véhicule dans lequel il y avait un explosif. Les grandes gueules. À l'époque, il a été montré à la télévision. Toute forme de violence est à condamner avec la plus ferme sévérité. Quelle que soit l'origine de cette violence, il y a eu des gens qui ont été tués de la manière la plus barbare. Moi, président, je ne tolérerai pas cela contre mes propres compatriotes. Bien. Allez-y. Et ça, il faut que la Guinée rompe avec cette tradition. Ce n'est pas parce que nous sommes opposés politiquement que je veux, parce que je suis puissant, que je veux vous amener à la mort. Parce que ça, c'est fait et c'est répétitif dans notre pays. Je ne veux pas citer d'exemple aujourd'hui, parce que ce qui est le plus important, c'est de travailler à ce que nous puissions tourner le cap et avancer de manière beaucoup plus stable et régler les grands problèmes de la Guinée. Mais le langage vérité quand même, parce qu'il faut juste... c'est vrai. Voilà. Les grandes gueules. Mais vous voyez, Bahouri est aussi... Non mais on aime trop les concessions en Guinée. Voilà. Si on se retrouve dans cette situation, parce qu'à chaque fois, on s'arrange entre nous, les politiques. Il l'a dit. Il parlait des deals tout à l'heure, Moussa Moïse. Tu étais là. Oui, mais il est politicien aussi. Mais donc c'est ce que je dis. La politique, les grandes gueules. Alpha Condé a fait des deals avec tous les politiciens. Il ne me dira pas le contraire. Monsieur Bahouri. Non. Il a dealé avec vous ou pas, monsieur Bahouri? Monsieur Bahouri. A-t-il dealé avec vous? Deal avec lui. Ah, monsieur, vous avez dealé. Il est à Paris. Le petit café que vous avez échangé à Paris, Bahouri. Ça, c'est un deal autour du café. Moussa. Il y a deal qui consiste, donne-moi quelque chose, je te donne autre chose. Ouais. C'est-à-dire, c'est une conspiration contre l'intérêt national. Mais si nous nous retrouvons... Non, parce que vous êtes jamais quand même prononcé dessus, ce que vous avez conclu avec Alpha. Non, c'est clair, je l'ai dit maintes fois. Oui. Il a dit que ce pays, c'était en 2015, fin 2015. On avait Ebola, il y avait des problèmes. Et ce qui a amené à ce qu'on se retrouve, c'est parce qu'au lendemain de l'élection présidentielle de 2015, j'avais dit de l'exil que personne ne sorte, parce qu'on en a assez de voir des gens mourir pour rien. Et que derrière, il n'y a aucun projet susceptible de renforcer la démocratie, donc de ne pas sortir. Et grâce à Dieu, cet appel a été relayé, utilisé, et ça a permis qu'en 2015, malgré tout ce que les services de renseignement prédisaient, la Guinée en est sortie de la manière la plus calme et la plus heureuse. C'est ça qui a motivé, 2 semaines après, de passage à Paris, qu'il me fasse appel pour qu'on se retrouve. Et ce qui a été dit, faisons en sorte que le pays évolue dans le cadre de la stabilité. La population a assez souffert, il y a Ebola, il y a la misère. Tant qu'il y a des bruits, il y a des tueries, il y a des crises, on ne verra pas d'investisseurs susceptibles d'investir pour créer de l'emploi, donner la chance aux jeunes Guinéens. J'ai dit, Monsieur le Président, c'est vous qui avez la possibilité de montrer que vous voulez aller dans cette direction. Si ça c'est un deal, je l'assume.
Alors le deal aussi. Alors le deal aussi. Attends, je finis Daouda. Moussa. Allez-y, Moussa. Le deal aussi, c'était ce pourquoi grandes gueules. M. Baouri a quitté le pays, poursuivi donc au même titre que d'autres personnes, condamné. Vous vous retrouvez avec celui qui n'est pas ministre de la Justice, qui n'est pas procureur, mais qui passe tout de suite l'éponge dessus parce qu'après, on a tous vu la grâce divine Mais qui bien est tombée sûr. et qui vous a lavé. Et c'est le droit le plus absolu du président. Non, mais de attention, gracier, oui, Moussa. mais après avoir Les pris un grandes café, gueules. c'est ça, c'est là où il y a le deal. Ouais. Voilà. Après Baouri- avoir pris café. Oui, Baouri n'a pas eu le temps de se défendre, de s'expliquer, Pourquoi de démontrer qu'il n'avait absolument rien à voir. Mais est-ce que je sais, tu n'es pas un procureur, Non, mais je Moussa? ne suis pas un Les procureur. grandes Mais gueules. non, ici, ce n'est pas le tribunal de l'histoire, Mais mais c'est non. l'occasion pour lui. D'autres l'ont fait, bon, qui n'ont pas eu la même chance que lui parce qu'il a été très, très ingénieux. Il a pu quitter le pays de façon extraordinaire, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Ils ont été jugés, ils se sont expliqués, mais la justice a reconnu leur culpabilité. Donc, lorsqu'on efface tout ça, sans vous donner l'occasion de vous défendre, bon, c'est un deal. De toutes les façons, Ah. j'ai été, lors des assises de 2013, condamné à la réclusion Criminelle, à, ouais. perpétuité, À perpétuité, etc. etc. Ouais. Bon, maintenant, c'est un fait. Ouais. Certains étaient heureux de dire... Ça, je le sais, oui, ça, je le sais. Mais par la grâce de On a Dieu, dit que c'était fini pour vous. Les grandes gueules. je n'ai pas voulu... Vous savez, il y a beaucoup de choses, donnons le temps au temps. Ouais. Aujourd'hui, dans le 17 juin, le président Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire. Il y a des situations qui font que très souvent, comme on dit, vaut mieux un mauvais arrangement Et mon qu'un procès. bon procès. La question de l'intérêt du pays fait des fois, il faut transcender toutes les autres considérations si l'intérêt de ton pays y gagne quelque chose de substantiel. À l'heure actuelle, nous sommes devant une situation analogue. L'intérêt du pays veut que les choses redeviennent dans la dynamique d'apaisement. D'où la question des personnes en détention aujourd'hui. Là, ce n'est pas... Il faut qu'il y ait une gestion politique de cette affaire. Il faut qu'il y ait une volonté de transcender les questions pour l'intérêt de la Guinée. Pas pour l'intérêt d'un clan au détriment d'un autre, pour l'intérêt de la Guinée. Et de ce fait, on fait des concessions. L'apartheid, lorsqu'ils sont atteints... Les de grandes limites, gueules. ils ont été obligés de libérer Nelson Mandela. Et Nelson Mandela a eu l'intelligence tactique et stratégique de se dire le temps de la lutte armée est fini. Le temps de la négociation pour un tournant majeur pour une société arc-en-ciel en Afrique du Sud est venu. Bien. Et, tant bien que mal, il est là. Nous aussi, devant nos problèmes, avec tout ce que nous avons enduré depuis près de 60 ans, il faut que les dirigeants et à tous les niveaux aient cette vision stratégique qui disent il faut qu'on tourne la page dans la bonne direction pour ne pas revenir et se retrouver comme le Mali actuel ou comme la République centrafricaine. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce n'est pas... Je pense que si ce... Moïse, si Les tu grandes permets, gueules. tourner la page, dialoguer, tel qu'on est en train de voir, notamment avec la mise en place de ce comité qui devrait ouvrir les portes du dialogue, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui avec les détenus en prison, les opposants en prison? Quels pourraient être les préalables, à votre avis, pour l'ouverture, l'entame de ce dialogue-là? C'est pour cela, dès le début, mois de novembre, j'avais dit il faut, pour régler les problèmes de la Guinée, organiser des concertations des forces vives de la manière la plus large et la plus inclusive pour qu'il y ait un consensus par rapport à ce qu'il faut faire. Nous avons poursuivi dans la même direction avec le chef de file de l'opposition pour faire un mémo pour mettre, disons, les points les plus saillants permettant d'obtenir l'apaisement et la décrispation politique dans ce pays. Il y a des mesures qui ont été faites, il ne faut pas cracher sur tout, mais c'est encore insuffisant par rapport à l'ampleur du problème. Aujourd'hui, le cadre de concertation permanent est mis en place. C'est une opportunité. Elhadji Fodé Bangoura en est le secrétaire permanent, le Premier ministre est le président de ce cadre permanent de dialogue. Une information vient de tomber comme quoi, par rapport au prix du carburant, il y a une inflexion majeure. Donc, nous nous retrouvons pratiquement à un point où il faut maintenant se retrouver et dire on veut la paix, on veut la sécurité, on veut la stabilité, on veut que ce pays sorte de ses errements, on veut que la Guinée revienne sur le devant dans la scène internationale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan politique,
sur le plan économique, sur le plan social. Les conditions pour qu'il y ait une possibilité d'enclencher Les grandes gueules. dialogue structuré autour des intérêts majeurs de la Guinée sont réunis, mais la balle est entre les mains du président de la République. Voilà. Allez, dernière question, Moussa. Oui, 2 questions. Faudrait-il d'abord mettre sur la table la libération sans condition des détenus politiques avant l'entame de tout dialogue? Ce sont un peu quelques propos que nous attendons dans certaines formations politiques. C'est la première question. La deuxième, c'est pour l'histoire. J'aimerais vous entendre sur ce qui s'est passé en 2010, lorsque la tension était à son comble. Après la proclamation des résultats définitifs, il fallait que le principal adversaire au RPG, donc l'UFDG, reconnaisse la victoire du RPG Arc-en-Ciel. Alors, ça a été un tournant décisif parce que Cellou Dalein l'a fait, mais ça a pris un peu de temps, un peu d'hésitation parce qu'il y a eu des consultations. Et je ne vais pas vous dire exactement d'où je tiens tout cela, mais aux alentours en tout cas pour ceux que c'est dans le secret des dieux en ce moment, on estime que vous faites partie des personnes qui ont demandé au leader de l'UFDG de ne pas reconnaître la victoire du candidat du RPG à l'époque, de tenir bon. Bon, vous savez, on réécrit toujours l'histoire parce que nous avons une mentalité révisionniste très poussée dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle il faut que chacun écrive sa part de vérité. Avant qu'on Je pense qu'un jour vous allez écrire à mon tour de parler aussi. Non, ça va se faire. Bref, non, c'est très important. Mais je dois dire que par rapport à cette question de 2010, j'ai été vous savez, il faut... Monsieur Bahouri, je vais parler. Monsieur Bahouri. Je vais parler Parce de que- manière claire. Allez-y. Par rapport à l'élection présidentielle de 2010, ce qui a fait perdre l'UFDG, c'est le fait d'avoir accepté pendant 4 mois et demi qu'on attende un premier tour et un deuxième tour. Et de ce point de vue, moi, puisque je n'étais même pas dans l'équipe de direction de campagne, je me suis attelé à organiser l'UFDG pour soutenir son candidat. Mais toutes les décisions stratégiques, c'est à leur niveau qu'ils prenaient et parfois même je n'étais même pas au courant. Pour la reconnaissance de la victoire. Pour la reconnaissance de la victoire, Vous auriez d'ores et été- déjà, Oh. j'ai dit 4 mois et demi, avec tout ce qui a été fait et avec la lenteur et le manque de réactivité, on brûle la CENI, on brûle le stock de magasins, des violences sont organisées, on m'agresse avec Sekouba dans la cour de M. Diallo sans réaction aucune. Mais c'est ce jour-là qu'il a perdu le pouvoir. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, M. Bahouri, d'être passé ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On devrait tellement prolonger, évidemment. Mais bon, on est pris par le temps. Une seconde. Dans une émission où on va revisiter l'histoire. Bien, ça serait intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, monsieur Ba. C'est toujours un plaisir de vous Merci recevoir beaucoup. dans ce studio. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission côté radio, à Kabine Condé, à Mafata Sano, à Lalassane Diallo, l'homme de nuit, évidemment, à toute l'équipe de ce côté. Demain, et là, c'est Cellou Dalein Diallo et notre invité chez les GG. Mesdames et messieurs, d'ici là, dans un instant, vous avez rendez-vous évidemment avec les infos sur Espace TV, sur la rediffusion de l'émission à 20h. Sinon, sur Espace TV, c'est Arnaud Bécher que vous allez retrouver, mesdames et messieurs, pour Zik. Laisse passer la matinée. Prenez soin de vous. À demain.